Donc je vais vous parler d'infra-as-code. Et du coup, donc, il y avait à peu près la moitié qui font de l'infra en production, l'infra-as-code en production. Et combien de personnes font du coup du Terraform en production? Ok, donc il y a une petite moitié, en gros un petit quart. Donc l'idée de ce talk, en fait, ça vient du fait que sur la majorité des projets que j'ai côtoyés ou sur lesquels j'ai participé, à chaque fois qu'on voulait faire de l'infra-as-code et à chaque fois qu'on souhaitait une technologie qui supporte plusieurs cloud providers, la solution se portait majoritairement vers du Terraform. Pourtant, je ne sais pas si vous adhérez à ça, je ne sais pas si vous penserez comme moi, mais au niveau du langage, au niveau du DSL, ce n'est pas le meilleur des langages. En termes d'expressivité, je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça, notamment, j'ai regardé autre chose et je me suis tourné vers une autre solution. Et la solution, c'est Pulumi. Donc Pulumi, c'est une solution qui a été initiée par Joe Diffie et Eric Rudder, donc deux anciens ingénieurs de Microsoft. Et donc ça a été initié en 2016, mis en open source en l'été 2018, et la version 1.0, elle est sortie récemment, elle est sortie il y a environ un mois. Et la grosse différence par rapport à Terraform, en tout cas une des différences, c'est que donc Terraform s'appuie sur un langage, donc ce qui s'appelle le HCL, le HashiCorp Configuration Language. Et du coup, c'est un langage qui est dédié à l'infrastructure dans le monde d'HashiCorp, et du coup qui évolue lentement, ça fait encore un langage encore nouveau à apprendre. Et l'idée que Pulumi a eue, c'est quel serait le meilleur langage qu'on pourrait utiliser, quel est le langage qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours pour développer nos applications dans le cloud. Et c'est pour ça que du coup, avec Pulumi, on ne code pas en HL, on va pouvoir utiliser du TypeScript, du JavaScript ou du Python ou du Go pour coder notre infra. Ça permet du coup d'utiliser ces langages-là, ça permet du coup d'améliorer toutes les possibilités d'abstraction, d'encapsulation. Ça élargit le champ des possibilités de façon assez importante. Et avec ces langages, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des choses naturellement, on va pouvoir du coup gérer nos clouds publics, donc on va gérer du AWS, de la GCP, de l'Azure, mais pas que, on va pouvoir faire du cloud privé qui est géré par OpenStack. On peut aussi gérer un cluster Kubernetes, on gère tout l'ensemble des ressources du Kubernetes, donc on va pouvoir gérer les pods, on va gérer les services, on va gérer les deployments, mais pas que, ça va jusqu'à gérer des bases de données, donc on va pouvoir gérer des instances de bases de données ou même des instances de GitLab par exemple, donc par exemple définir l'ensemble des projets qui sont gérés par GitLab avec les stratégies de branche qu'on souhaite appliquer, et ainsi de suite. Donc du coup, on voit que Pulumi a un champ d'éventail assez large, et aussi large pratiquement que celui de Terraform. Si on regarde une vision un peu haute de l'architecture, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que l'architecture de Pulumi est assez proche de l'architecture de Terraform. On a un engine, pour ceux qui connaissent Terraform, qui est l'équivalent du Terraform Core, qui va s'appuyer sur un ensemble de providers, qui sont des providers donc, pour chacun des cloud providers, donc c'est un provider AWS, Azure, ainsi de suite. Donc le engine communique les opérations, donc en fonction de son state, donc il gère un state. Le state, pour ceux qui ne savent pas, c'est une copie de l'état de l'infrastructure actuellement qu'on a. Donc du coup, le engine fait un différentiel par cet état, communique les opérations aux différents providers, et les providers du coup gèrent toute la ressource, tout le CRUD de la ressource, donc la création, la mise à jour et ainsi de suite. La différence qu'on a avec Terraform, c'est la partie basse. C'est la partie qui s'appelle Language Host. En fait, le Language Host, c'est tout simplement, pour faire simple, ça va être un serveur qui va exécuter, donc qui va agir comme un runtime pour notre programme qui contient l'ensemble de notre code de l'infra, et qui va observer l'ensemble des ressources qui sont créées à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut voir, que le Language Host va juste communiquer les intentions. Donc, imaginons que dans notre programme, on gère 3 ressources. Lui, il va dire, j'ai l'intention de gérer mes 3 ressources. Et après, c'est l'engine qui fait tout son différentiel pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire comme opération. L'ensemble des briques sont implémentées en Go. Le Language Host est implémenté directement dans le même langage que l'écriture du programme. Donc, si on écrit notre infra en JS, le Language Host, ce sera directement en JS aussi. L'autre chose à savoir, c'est que, et notamment ça c'est une des puissances de Pulumi, en tout cas c'est une bonne idée de Pulumi, c'est qu'on distingue 2 types de providers. Il y a les providers qui sont basés sur des providers Terraform, donc ils ont l'idée en fait d'encapsuler un provider Terraform directement à l'intérieur,
et ce qui permet en fait du coup d'être ISO en termes de fonctionnalités, de récupérer l'ensemble des fonctionnalités du provider Terraform, et du coup de permettre en fait d'avoir cet éventail de fonctionnalités. Après, on a d'autres providers, notamment comme le provider de Cube, qui est un provider écrit from scratch, qui n'est pas du tout dépendant d'un autre provider que de Terraform, mais qui, grosso modo, qui ne marche pas de la même façon, qui va gérer un CRUD de la ressource de A à Z. Au niveau, tout à l'heure, je vous parlais de l'état. Donc l'état, c'est vraiment où on stocke, c'est vraiment la copie de l'état de l'infrastructure actuelle. Et Pulumi gère 3 types de back-end. Il va gérer un back-end de type local. Donc là, l'état, il va être stocké naturellement sur un file system. Le problème, c'est que dès qu'on travaille en équipe, on a un besoin que cet état-là soit partagé à différentes personnes, notamment aussi qu'il soit partagé si on utilise une intégration continue, que l'intégration continue connaisse cet état-là. Donc du coup, on ne peut pas le stocker directement sur un file system. D'où le besoin d'où la possibilité de stocker directement dans un bucket. Donc on va stocker dans un bucket S3, dans un blob d'Azure ou dans un bucket de GCP. Et là, du coup, en fait, on a la possibilité de le partager. Cependant, en fait, on a toujours la limite que du coup, c'est à nous de gérer manuellement du coup la création de ce bucket-là, de gérer l'administration de ce bucket-là, notamment en termes de droits, si on ne veut pas que tout le monde puisse consulter cet état. Et du coup, Pulumi offre un service SaaS qui permet en fait de s'abstenir directement de la gestion de l'état en fait. Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? Donc, pour créer une ressource, c'est assez simple. C'est pas plus compliqué de créer une ressource dans Pulumi que de créer une ressource dans Terraform. Donc là, c'est un exemple qui est en JavaScript. Donc, toute ressource va prendre 3 arguments. Le premier argument, ça va être un non logique. Donc le combiné entre le non logique et le type de ressource, ça va être l'identifiant unique. Donc du coup, il faut vraiment qu'il soit du coup unique dans tout notre programme. Après, on a un ensemble d'arguments qui va être les propriétés de notre ressource et des options qui vont agir sur le comportement de la ressource au sein de Pulumi. Donc ça, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc si on prend un exemple simple, ici, en gros, j'instancie une VM directement sur AWS, donc c'est un EC2. Le nom logique, c'est Web Server, et il possède un ensemble de propriétés. Donc là, j'ai mis juste un exemple de 2 propriétés, et notamment le type de l'instance, c'est une T2 micro. Les propriétés qui sont injectées dans la ressource sont soit des valeurs brutes, comme l'exemple que je vous montre, soit ça peut être des propriétés qui sont issues de d'autres ressources. Et notamment, c'est grâce à ça qu'il va permettre de calculer son graphe. En fonction, s'il y en a 2 ressources, il y en a une qui dépend, qui récupère des propriétés de l'autre. L'engine de Pulumi va savoir dans quel ordre il doit créer ces différentes ressources pour que ce soit cohérent. Si on prend un exemple concret, donc là ça va être le cas, ça va être là où je vais voir si j'ai l'effet démo ou pas. Donc, un petit exemple. Donc, dans mon exemple, j'ai décidé en fait de gérer des ressources Kubernetes. Donc, vraiment un exemple assez simple. Quand on parle de Kubernetes, en général, on va parler de pod, de deployment et de service. Donc, la première ressource qu'on souhaite créer, ça va être un deployment. Et ici, on retrouve donc dans une ressource de type deployment, qu'est-ce qu'on retrouve à minima? On va retrouver le nombre de réplicas. Ici, j'ai pris un exemple assez simple, donc il est configuré à 1. Et on configure aussi le pod, donc en gros, ce qui va être en gros un des conteneurs, le conteneur qu'on souhaite déployer. Et en l'occurrence, ici, ça va être un Nginx. L'autre ressource qu'on a besoin, c'est une ressource de type service. Cette ressource-là va servir à l'exposition de notre conteneur vers l'extérieur, ou en tout cas à l'intérieur du cluster, ou vers l'extérieur. Là, dans mon cas, j'ai pris un exemple simple. Pour que ce soit plus simple, j'expose directement sur un des ports du nœud du cluster. Et en l'occurrence, ici, je vais utiliser le port 30001 pour pouvoir y accéder. Pour information, le cluster, il est en local. C'est un K3S que j'ai installé en local. Et du coup, c'est ça qui me permet c'est sur ça que les ressources vont être déployées. Donc pour l'instant, on a seulement 2 ressources et on pourrait se dire que souvent, en fait, quand on fait du Kubernetes, à minima, souvent on se retrouve déjà à minima avec ces 2 ressources. Donc on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant de créer une ressource supplémentaire qui encapsule directement ces 2 ressources-là.
Ça tombe bien, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et du coup, ici, en fait, et ça se fait tout simplement, en fait. En Terraform, on utilisera des modules, sauf que, en gros, pour créer des modules, bah, déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Et en plus, quand on vient du monde du développement, c'est quand même plus simple de créer une classe ou une fonction que de créer un module Terraform. Donc là, je crée en gros un composant, une ressource supplémentaire que j'ai appelée Service Deployment. Comme toute ressource, elle prend un nom, des arguments, des options, ainsi de suite. Et du coup, à l'intérieur, j'encapsule mes deux ressources, donc ma ressource deployment et ma ressource service. Je lui injecte les arguments qui seront passés en entrée. Et c'est tout. Pas plus de choses à faire. La petite particularité ici, tout à l'heure je disais qu'il y avait des options, donc c'est des choses qui agissent sur le comportement de la ressource au sein de Pulumi, comme il va la considérer. Et ici, j'utilise la propriété parent. En fait, c'est tout simplement pour dire que ma ressource deployment et ma ressource service vont avoir comme parent ma ressource qui s'appelle service deployment. Donc quand on va afficher le graphe, ça permettra de voir cette dépendance-là. Donc tout simplement, après j'ai juste... non, j'ai pas de... Attends 2 secondes. Je reprends mon... Voilà. C'était plus rapide. Du coup, ici, en fait, j'ai juste instancié, donc on voit que tout notre code que j'ai tapé tout à l'heure est remplacé juste par ça, il fait vraiment la même chose. Donc juste mon service deployment que je crée, je précise juste l'image, le réplica, je ne le précise même pas, parce que du coup, par défaut, je l'ai mis à 1. Et j'aurais pu le surcharger, mais là, j'ai décidé de le mettre à 1. Et du coup, j'utilise les ports, la configuration des ports. Et si je souhaite déployer, Pulumi propose un command line, et du coup, là, je fais un Pulumi up. La première chose qu'il affiche, c'est un plan de ce qu'il va essayer de déployer. Donc, comme j'ai rien dans mon état, il va essayer de tout créer par défaut. On voit la relation entre ma ressource deployment, ma ressource service et ma ressource parent, qui est service deployment. Et au-dessus, on voit qu'il y a une stack. Une stack, c'est un peu l'équivalent des workspaces de Terraform, c'est-à-dire, en gros, en général, on va se retrouver avec une stack par type d'environnement. On va avoir une stack dev, une stack... potentiellement une stack par branche de feature, on va avoir une stack de prod, et ainsi de suite. Et du coup, pour l'appliquer, je l'applique, ça va être assez rapide, et si tout, voilà, ça tombe bien. Du coup, la Nginx est déployée. L'autre chose qu'on voit, c'est que Pulumi, en fait, ne rend la main, donc là, il y a un petit temps de latence, mais Pulumi ne rend la main que quand, en fait, il considère que l'ensemble du déploiement correspond aux attentes. Il ne va pas rendre directement la main et du coup, c'est à nous de vérifier dans les logs si tout est déployé. Là, en fait, il vérifie si le nombre de réplicas, par exemple, est atteint, et ainsi de suite. L'autre chose qui est intéressante dans Pulumi, c'est en fait la façon où il gère ses Cloud Functions, ou ses lambda. Si on regarde rapidement, ici, on a une Cloud Function qui a été définie. On a le code, un code très simple, en fait, c'est juste qu'il envoie un message. Cette Cloud Function sollicite une fonction qui a été créée en dehors du contexte, et cette fonction elle-même utilise un module NPM. Si en Terraform, déjà on serait obligé en fait, de créer un package sous forme de zip, de potentiellement du coup de l'uploader, et ainsi de suite. Là, en fait, la magie de Pulumi, c'est qu'il va gérer tout ça au runtime. Il va détecter automatiquement son graphe de dépendance, toutes les dépendances qu'il a besoin. Il va packager ça automatiquement. Il va déployer sa Cloud Function et ce sera totalement transparent. Si je dis, là, pour gagner du temps, il est déjà pré-déployé. Donc, en fait, il n'y a pas toute la problématique il considère que toutes les ressources n'ont pas changé. Et tout à l'heure, il y a un point que je ne vous ai pas parlé, c'est que ici, en fait, on a la possibilité d'exporter des propriétés de notre infra. En l'occurrence, ici, j'ai exporté le endpoint qui est indiqué ici. Donc c'est l'équivalent des outputs côté Terraform. Et si je voulais les solliciter, j'ai juste à faire ça. Bon, là, je fais juste un curl pour solliciter ma Cloud Function. Je lui dis, j'utilise le stack output pour y récupérer la propriété que je veux. Et la propriété que je veux, c'est en l'occurrence URL. Et si tout se passe bien, si j'ai la connexion, voilà, on a bien le retour et notre Cloud Function a été déployée. Et en fait, là, c'est vraiment le déploiement et vraiment tout ça est géré au runtime. Il n'y en a vraiment plus du tout de problématique de packaging à gérer, contrairement à Terraform. Un autre exemple simple, c'est parce que le Pulumi ne se limite pas à ce qu'on a vu. En fait, Pulumi, l'idée, c'est qu'il fournit aussi des
couches d'abstraction qui permettent en fait de simplifier nos déploiements, en fait, d'écrire moins de choses pour faire des choses plus complètes. Là, un exemple très simple, c'est on a un bucket, on a un utilisateur qui va pousser des fichiers dans notre bucket, et notre bucket, à chaque fois qu'un fichier est poussé, il va déclencher une cloud function pour chaque fichier mis dedans. Si on faisait du Terraform, ça ressemblerait grosso modo à ça. C'est-à-dire un premier bucket qu'on va créer, donc qui va contenir les fichiers qu'on souhaite mettre dedans. Un deuxième bucket qui va stocker notre packaging, notre archive zip qui va contenir tout notre code de cloud function. Du coup, la génération de notre archive. Et enfin, le code de la ressource de type Cloud Function qui contient une référence vers notre archive, puis aussi une référence vers le type d'événement qu'on va faire, en gros, qui dit qu'à chaque fois qu'on met un objet dedans, ça va déclencher notre Cloud Function. Donc ici, on voit, en gros, on a une vingtaine de lignes. Si on fait du Pulumi, ça se transforme uniquement en ça. En fait, Pulumi étend les possibilités des fonctions, des ressources, en rajoutant des comportements supplémentaires. En l'occurrence, ici, il rajoute un comportement qui dit que chaque fois il met à disposition une fonction qui dit « donne-moi la fonction que tu veux déclencher, donne-moi le bucket sur lequel on va déclencher la fonction », et c'est tout. On n'a pas besoin de faire autre chose. L'idée sous-jacente derrière ça, c'est de se dire qu'avec Pulumi, en fait, actuellement, souvent quand on développe notre code de l'application, on développe notre infra, et souvent c'est deux briques totalement séparées. L'idée derrière, c'est vraiment de se dire, avec Pulumi, on a la possibilité de faire qu'une seule brique, de faire qu'un seul ensemble, et de développer vraiment un ensemble cohérent, dans le but notamment ça peut séparer les barrières qu'il y a entre les devs et les ops, ainsi de suite, vraiment de simplifier. Là, on peut se dire, dans Terraform, si vous avez déjà fait du Terraform, avec Terraform, c'est assez compliqué de faire des tests. Il y a des outils qui existent, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pourtant, quand on fait un développement d'application, ça ne nous viendrait pas l'idée de ne pas écrire des tests unitaires, de ne pas écrire des tests d'intégration. Et du coup, on se dit, comment ça se passe avec les Pulumi? Et avec Pulumi, c'est très simple. En fait, c'est dans la mesure qu'on utilise un langage connu, un langage du développement, on va pouvoir utiliser tout son écosystème. Qui dit tout son écosystème dit aussi des librairies de tests. Donc là, si j'ai un exemple simple, on instancie une VM, donc une instance EC2, on lui associe un security group. Donc le security group, c'est ce qui permet en fait d'exposer quels sont les ports qu'on va autoriser à exposer. Là, ici, on expose le port 22 et le port 80 sur le reste du monde. Et le test que je souhaite faire, donc là, pour ceux qui ont l'habitude de décrire des tests unitaires en JS, grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. Ici, on va vérifier que par rapport, en récupérant les propriétés du security group, quel est le port qui est exposé, et est-ce que ce port-là s'utilise sur la plage qui correspond à le reste du monde. Petite note, en fait, ici j'utilise le Pulumi All parce qu'en fait, toutes les propriétés des ressources sont considérées en fait comme, pour faire simple, un peu comme des promesses. C'est-à-dire ils sont résolus au moment qu'ils sont déployés et pas avant. Donc le Pulumi All, c'est dire attends-moi que toutes les ressources, toutes les propriétés associées à cette ressource-là soient finies d'être déployées pour pouvoir les consulter. Et du coup, pour lancer, j'ai juste à faire un npm test, tout simplement. Et j'ai directement le retour avec mon test en quelques millisecondes. Je sais que mon infra elle n'est pas bonne, qu'il faut que je fasse une correction dessus, parce que le port 22 il est exposé. C'était le dernier point que je souhaitais vous présenter. Pour moi, Pulumi, en fait, de son approche, permet vraiment de détendre l'éventail des possibilités, permet d'appliquer un ensemble de patterns qu'on n'a pas l'habitude d'appliquer avec Terraform. Et je pense qu'il a un très bon avenir à ce niveau-là, même si ça reste une solution jeune, je pense qu'il est promis à un bel avenir. Et en tant que développeur, je trouve ça très agréable d'utiliser un langage qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'utiliser encore un autre langage qui évolue lentement et qui est limité sur certains points. Je vous remercie, et si vous avez des questions.